Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur votre magazine L'heure des citoyens. Il y a une vision au niveau des démocraties à travers le monde. Elles aspirent, ces démocraties, à un avenir où la gouvernance électronique deviendra réalité. La gouvernance électronique, parlons-en, on l'appelle aussi e-governance en anglais. Elle concerne l'usage des technologies de l'information. C'est dans l'optique d'améliorer la qualité des services que les gouvernements rendent aux citoyens et aux entreprises. En Afrique de l'Ouest, les premiers pas ont été posés dans les années 2000 dans plusieurs pays, le Ghana, le Nigeria, le Sénégal, le Togo, le Bénin. Ils sont un certain nombre de pays qui aujourd'hui profitent de la e-gouvernance. Ce débat, produit en collaboration avec la NED, la National Endowment for Democracy, entend mettre en lumière les opportunités liées à la gouvernance électronique pour les États, notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana et la Guinée-Bissau. Nos invités, je vous les présente. Rita Pascal Kwabina Asman, elle est spécialiste en communication digitale, présidente de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Bonjour, Madame Kwabina. Oui, bonjour. Bonjour à vous, cher Tidiane Sissé, titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en décentralisation et aménagement du territoire. Monsieur Sissé est directeur des programmes à l'ONG 3D, ici même à Dakar. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous, Tierno Siré Diallo. Vous êtes journaliste fact-checker, rédacteur en chef de Guinée-Tchèque. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. La e-gouvernance, c'est pour permettre de renforcer le lien entre pouvoir public et population, la finalité étant de générer une démocratie plus forte, plus responsable et plus participative. Il faut remonter à juin 2002 pour voir un acte fort lié à la démocratie électronique. Le Conseil de l'Europe a alors organisé un colloque multidisciplinaire pour examiner les opportunités et les défis qu'offre la e-gouvernance aux États membres. Les choses sont allées vite après ces échanges. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais recueillir l'appréciation de tout un chacun de vous sur le niveau de la e-gouvernance en Afrique de l'Ouest, en prenant bien sûr comme exemple ce qui se passe dans vos pays respectifs. Je commence par Madame Kwaminan, votre appréciation du niveau de la e-gouvernance en Côte d'Ivoire. OK, merci beaucoup. Il faut dire qu'au niveau de la e-gouvernance, il y a eu des avancées, il y a eu quand même un début. Et pour parler du cas spécifique de la Côte d'Ivoire, on voit que des efforts ont été consentis par nos gouvernements parce que pour basculer du côté de la e-gouvernance, il faudrait d'abord une volonté politique. Et beaucoup d'efforts ont été consentis. Et je pourrais citer par exemple, comme à titre d'exemple, le portail officiel des services publics de la Côte d'Ivoire, le e-gouv. Je peux parler aussi, par exemple, de e-CNPS ou encore e-impôt. Et tout récemment, on a le ministère de la Justice qui vient de lancer sa plateforme en ligne e-justice qui permet d'avoir la délivrance des certificats de nationalité en ligne. Donc, pour dire que c'est vrai qu'il reste encore à faire, mais des efforts ont été consentis par l'État ivoirien. Il y a quand même des avancées, en fait. Et donc, de manière générale, il faut dire que la e-gouvernance intéresse l'État ivoirien et l'État a commencé à poser les premiers jalons qui vont permettre vraiment de rentrer de plein pied dans la e-gouvernance afin qu'on puisse bénéficier de tous les retombées. Parce que nous sommes à l'heure de la technologie et il est important pour nous, pour nos États, d'utiliser ces moyens de communication-là pour favoriser la participation citoyenne et surtout accroître le développement de nos États. Donc voilà un peu pour l'état des lieux au niveau de la Côte d'Ivoire. Cher Tidiane, si c'est ici au Sénégal, hein, le nouveau régime n'a pas caché son appétit pour la e-gouvernance. Il y a des signaux qui ont été avancés par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, surtout dans l'optique de la modernisation de l'administration publique sénégalaise. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Merci. Voilà, merci beaucoup. Donc, pour revenir sur le cas du Sénégal, je dis d'abord déjà que le Sénégal, depuis son adhésion à l'intégration du système des Nations Unies pour mettre en œuvre le e-governance, le Sénégal a évidemment progressé de 150e pays en 2020 à, à 143e en 2022. Ça veut dire qu'il a fait un bond. Et l'engagement s'est matérialisé durant toute cette période par
la ferme volonté de mettre à disposition des citoyens, n'est-ce pas, le service public à travers donc les nouvelles technologies de l'information. Et je me réjouis du fait qu'aujourd'hui, le président de la République a pris l'engagement de moderniser le service public au niveau de toute l'administration. Il faut noter que c'était en voie de concrétisation parce que ne serait-ce que pour la dématérialisation du système de déclaration des impôts, ça, c'est un avancée de taille parce qu'aujourd'hui, le système, n'est-ce pas, de déclaration des impôts est dématérialisé. Il suffit maintenant de cliquer et d'entrer dans la plateforme pour pouvoir, comment dire encore, s'enregistrer et s'acquitter des devoirs. Et par rapport à ça, l'apport de l'Agence de l'informatique d'État est très, très déterminant. Et absolument, absolument. Le CNOM, le service numérique, n'est-ce pas, est très déterminant parce que ça facilite la mise à disposition de ce système informatique au niveau de l'administration. Maintenant, il y a beaucoup de défis à relever parce qu'aujourd'hui, sur le plan de la collecte des impôts, sur le plan aussi de la traçabilité des ressources collectées et tout ça, je pense que c'est là où l'État doit faire des efforts pour pouvoir améliorer le système de e-gouvernance pour pouvoir quand même faciliter aux citoyens d'accéder aux services publics. Tierno Siré Diallo, allons maintenant en Guinée. Quel est l'état des lieux que vous pouvez nous en faire? Ok, merci et une fois encore, bonsoir. En ce qui concerne un peu la Guinée, moi je dirais globalement, on a une volonté politique visant à aller vers la digitalisation. C'est le cas notamment de la création en 2022 de l'Agence nationale de la digitalisation de l'État, qui est chargée de mettre en place ce mécanisme. Parce que, en partie, la mission de cette agence, c'est aussi mettre en place le mécanisme, mettre en place ce système qui va permettre véritablement à l'État d'avoir une gouvernance digitalisée. Donc ça, c'est déjà, en termes de volonté politique, on la note. Et au niveau aussi du système fiscal, consistant un peu au prélèvement ou bien pour amener les entreprises à faire les déclarations fiscales, il y a aussi une plateforme ici qu'on appelle et c'est qui permet aux entreprises de faire des déclarations sans quitter, voilà, à travers un pas en avant et tout ça contribue à aller vers cette digitalisation. Et il y a aussi au niveau des taxes, y compris taxes automobiles et autres, il y a aussi cette possibilité de faire les paiements. Et même, et ça c'est une particularité au cours des dernières années, ça, les citoyens, les automobilistes, pour faire le paiement de leurs taxes, là, ils sont obligés carrément de passer par un moyen de paiement digitalisé. C'est-à-dire à travers les moyens de paiement qui sont développés par les opérateurs de téléphonie. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on note et qui vont un peu dans le sens de cette volonté-là. Mais à côté aussi, il y a aussi ces aspects, même s'il y a la volonté, mais pour le moment, il y a certains secteurs qui n'ont pas encore été touchés par cette digitalisation. Quand on prend l'état civil, par exemple, jusqu'à présent, quand on a besoin d'un extrait de naissance, on est obligé d'aller dans les communes pour pouvoir le faire. Et ça concerne tous les documents de l'état civil, que ce soit pour les déclarations de mariage, les certificats de décès et autres, tout ça, les citoyens sont obligés d'aller. Et ça, à mon avis, ça limite en grande partie ça limite dans cette volonté d'avoir une administration digitalisée. Alors, Rita Pascal Kwaminan, parlons maintenant de la Côte d'Ivoire. Vous nous avez décrit les progrès réalisés jusqu'ici par rapport à la e-gouvernance, mais pensez-vous que de façon globale, les conditions sont réunies pour que cela puisse profiter, cette forme de gouvernance puisse profiter à la Côte d'Ivoire? Déjà, pour
pour commencer, pour mettre le pied dans le plat, je vais parler déjà du taux de pénétration d'Internet en Côte d'Ivoire. Bien sûr, Et allez-y. voilà, l'AETCI, qui est l'autorité régulatrice des télécommunications de la Côte d'Ivoire, nous dit qu'on a dépassé les 85% du taux de pénétration. Donc déjà, en termes de, je peux dire, disponibilité d'Internet, on a déjà les moyens de partir vers la digitalisation des services publics et autres pour faciliter l'accès aux populations. Maintenant, en termes de conditions qui sont réunies, d'abord, dans un premier temps, il y a la volonté politique. Et je l'ai dit, l'État ivoirien, depuis déjà quelques décennies, est en train de montrer sa volonté d'aller vers la digitalisation du service public. Donc, on a déjà cette volonté politique qui est assez présente. Et même lors de son discours de fin d'année, sinon de nouvelle année du président de la République, il a parlé même de la création de la cité de l'innovation pour montrer à quel point le digital est au cœur même des actions du gouvernement ivoirien. Le véritable défi pour moi en termes de conditions, c'est au niveau de la capacitation des populations. Est-ce que les populations ont les moyens requis? Est-ce qu'ils ont les capacités, les compétences pour pouvoir utiliser ces différentes plateformes qui sont mises à leur service? Madame Kwamena, on va y revenir si vous le permettez bien, ses capacités, parce qu'il est très important de pouvoir outiller la population par rapport à l'utilisation des outils liés à la e-gouvernance, n'est-ce pas? Alors, allons en Guinée pour continuer avec Tierno Siré. Au niveau de la Guinée, dites-nous, les premiers pas ont été posés et certains actes sont visibles dans un certain nombre de secteurs. C'est vrai que vous avez dit qu'au niveau de l'état civil, par exemple, ce n'est pas encore les progrès ne sont pas encore visibles. Est-ce que ce qui est fourni sur la base de la e-gouvernance aujourd'hui vous semble adapté aux réalités de la population guinéenne? Bon, à mon avis, à ce niveau, il faut relativiser. Parce que quand on prend la population qui se trouve dans le milieu urbain, Mm. ne connaissent pas la même réalité que ceux qui sont en milieu rural. Donc ça, en grande partie, ça peut aussi expliquer les difficultés pour la mise en œuvre pour permettre d'arriver à cette digitalisation. Parce que souvent, les politiques sont pensées au niveau des capitales, dans les grandes villes, mais est-ce qu'en établissant ces politiques, tant qu'on tient compte du citoyen lambda qui se trouve dans un village reculé, donc ça suppose qu'on ne pourra pas arriver à une digitalisation à 100%. Donc, c'est la raison pour laquelle, à mon avis, il faut beaucoup plus relativiser. Mais, à mon avis, à ce niveau, il faudrait mettre en place un mécanisme de façon progressive. C'est-à-dire quoi? Au niveau des grandes villes, là où on a quand même accès à une population plus ou moins alphabétisée et connectée, leur permettre aussi, même si c'est simplement pour une prise de rendez-vous, de pouvoir les faire en ligne, qu'ils ne soient pas obligés d'aller dans les mairies ou bien au niveau de l'administration, faire le rang, attendre là-bas et obtenir difficilement le rendez-vous avec un agent de l'état civil. Donc, à mon avis, il faut mettre en place cette digitalisation de façon, disons, de façon progressive en tenant compte des réalités. Parce que l'objectif, ce n'est pas aussi que d'exclure ceux qui sont dans les milieux ruraux où ils n'ont même pas accès à l'énergie pour alimenter suffisamment leur téléphone. Alors, cher Tidiane Cissé, le débat est bel et bien posé par rapport à la question de la fracture numérique, car il faut le dire, le taux de pénétration d'Internet n'est pas le même qu'on soit en ville, selon qu'on soit en ville ou bien qu'on soit dans les milieux ruraux. Tout à l'heure, Cyril parlait de l'exemple de la Guinée. Au Sénégal, il y a la 5G qui devait être une opportunité pour la pérennisation de la e-gouvernance. Mais cette fracture numérique dont je parle semble être un handicap parce que les populations les plus reculées ont de moins en moins de chances de pouvoir accéder aux services électroniques. Oui, écoutez, c'est une réalité quand même, c'est une réalité, mais je pense qu'aujourd'hui, avec le taux de pénétration, n'est-ce pas, de l'Internet, aujourd'hui, le Sénégal a fait un bond. Parce qu'au niveau, même en milieu rural, actuellement, même nos vieilles dames utilisent, n'est-ce pas, les nouvelles technologies. Elles sont dans TikTok, elles sont dans WhatsApp, n'est-ce pas? Elles sont dans
dans les autres réseaux sociaux, n'est-ce Ouais. pas, Facebook Mhm. et tout. Donc, pour dire que aujourd'hui, le Sénégal a dépassé le cap de plus de 70% de taux de pénétration, Mais tant quand on en vient à la modernisation des services publics, des services qui, sur le plan de la gouvernance, sont utiles aux populations, aux communautés. oui, c'est là où je vais en venir parce qu'aujourd'hui, il y a une nécessité d'éducation citoyenne, d'éducation aux citoyens pour pouvoir utiliser, n'est-ce pas, les services à travers les plateformes. Parce que je prends juste l'exemple avec les systèmes de transfert d'argent. Aujourd'hui, le problème ne se pose pas à ce niveau. Mais maintenant, quand maintenant on sollicite un service public à travers e-gouvernance, c'est là où le problème se pose. Ça voudrait Mm. dire que on met en place un dispositif, mais il faut l'accompagner avec un plan de sensibilisation et d'éducation pour que ces populations puissent utiliser à bon escient ce service-là. Et c'est Mm. là où se trouve le défi de l'alphabétisation, n'est-ce pas? Le taux d'alphabétisation pose énormément de problèmes en milieu rural pour que ces usagers puissent utiliser convenablement les services à travers les nouvelles technologies. L'autre défi également qui se pose, c'est quoi? C'est que il faut qu'il y ait un bon taux d'électrification en milieu rural. Et l'électrification en milieu rural également pose problème pour permettre à ces populations-là de pouvoir utiliser convenablement ces services. Donc, pour dire que aujourd'hui, il y a cette volonté de faire, mais il faudra que cette volonté-là soit accompagnée par un bon programme d'aménagement des services d'électrification, mais aussi une campagne de sensibilisation et d'éducation pour ces citoyens et d'alphabétisation pour l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Si on règle ces questions-là, d'ici quelques temps, vraiment, on aura véritablement réglé la question de l'accessibilité, n'est-ce pas, aux services publics via le e-gouvernance. Madame Kwamina, on le disait tout à l'heure, l'intégration des TIC, les technologies de l'information et de la communication, dans les processus de gouvernance, ça peut améliorer considérablement la prestation de services à la population. On prend par exemple le cas des pièces d'état civil numérisées. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire, excepté Abidjan et des grandes villes comme Bouaké, comme Daloa et bien d'autres villes, au niveau des milieux ruraux, ça reste encore un problème pour l'administration de pouvoir offrir ce type de service. Oui, en effet, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de compétences. Est-ce que nos populations ont les compétences requises pour pouvoir utiliser ces différentes plateformes qui sont mises à leur disposition? Je vous Et pose là, la question. voilà, justement, je nous pose la question parce que c'est justement ça le défi. Il ne suffit pas de mettre à disposition la digitalisation des services publics, mais il faudrait que les populations elles-mêmes s'approprient l'utilisation de ces services publics-là. Et que Il faudrait faire par qu'elles rapport à cela? Mais justement, il faut la sensibilisation et la formation. C'est-à-dire, je prends un exemple tout simple. Il y a quelques jours, le ministère de la Justice vient de lancer la plateforme e-justice qui vous permet d'avoir en ligne un certificat de nationalité. Mais il y a un certain processus pour pouvoir avoir ce certificat-là en ligne. Donc, quand vous rentrez sur la plateforme, il y a des informations que vous devez renseigner. Donc, déjà, lorsque ce type de plateforme est mis à disposition de la population, il faudrait qu'un service, sinon une équipe soit déployée qui va se rendre dans les communautés vers la population pour pouvoir leur apprendre comment utiliser la plateforme. Sinon, la plateforme ne va pas servir à grand chose. Donc, à côté de la mise à disposition de tout ce qui est e-gouvernance, tout ce qui est e-service, il faudrait qu'il y ait une formation adaptée, une formation circonscrite, parce que tout à l'heure, je pense que le cas de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, nous sommes tous en Afrique de l'Ouest, c'est quasiment les mêmes cas. En zone rurale, il y a cette fracture numérique. Au-delà même de la fracture numérique, il y a Les aussi cette réalités se compétence. ressemblent. Voilà, les réalités se ressemblent en fait. Donc, est-ce que les populations rurales ont cette capacité de pouvoir utiliser ces différentes plateformes-là? Il faudrait qu'à côté de la mise à disposition de ces plateformes-là, on puisse penser à outiller ces populations-là pour qu'elles puissent les utiliser de la meilleure des manières. Donc, pour moi, c'est surtout ça le défi pour moi en termes de
digitalisation pardon, des services. Tierno Siré Diallo, vous travaillez au plus près de ces communautés en tant que reporter, en tant que journaliste. Dites-nous en quoi la e-gouvernance peut être un atout pour le développement des communautés, surtout celles à la base. Bon, en ce qui me concerne un peu, mon travail, c'est pas directement auprès des communautés en tant que telles, mais c'est Mm, beaucoup plus au niveau de la collecte, notamment de l'information, mm, c'est-à-dire de l'information quand même qui a été produite à un niveau très élevé. C'est-à-dire mm, quand je prends un peu au niveau de l'État, mm, il nous arrive souvent d'avoir comme objectif de vérifier une information et que la bonne information à ce niveau, on ne pourrait l'avoir qu'au pire auprès des dirigeants. Et le constat ici, c'est quoi? Et on a une loi sur l'accès à l'information publique qui, dans des conditions normales, oblige les administrateurs, les agents de l'administration publique à nous fournir des informations. Mais souvent, quand on va vers eux, ils refusent. Mais à côté de ça, à mon avis, si on avait véritablement, on avait opté pour une vraie e-gouvernance, c'était aussi de mettre en place des mécanismes permettant aux citoyens à avoir accès à tout ce qui est information qui ne relève pas, qui n'est pas protégée par le secret de défense ou bien par un certain niveau de confidentialité, c'est de pouvoir l'avoir en ligne. Parce que ça aide beaucoup plus. Moi, personnellement, je travaille beaucoup plus sur la lutte contre la désinformation, sur le fact-checking. Donc, et on se dit, parfois, les fausses informations arrivent à gagner en popularité parce qu'en grande partie, quand on a besoin d'avoir la vraie information, on a du mal à l'avoir. mm. Non seulement au niveau des agents et de l'administration, mais La aussi on n'a vérification pas constitue un défi. vérification. Justement, en fait, il y a pas une base de données ou bien des plateformes en ligne mises en place par l'État et sur lesquelles on pourra trouver plus facilement les bonnes informations. Donc, à ce niveau, je pense qu'il serait vraiment important qu'on ne se contente pas simplement de porter des projets de digitalisation juste pour les porter, mais il Mm. faut véritablement avoir une volonté politique de changer les choses et on déploie comment je pourrais dire ça, et qu'à chaque fois qu'on a envie quand même de développer quelque chose, Mm. qu'on va jusqu'au bout et qu'on le fasse comme ça se doit. Qu'on ne se contente pas juste de dire qu'on est en train d'opter pour la digitalisation, mais que dans les faits, quand on a besoin d'informations et qu'on ne les trouve pas. Mm. Alors, cher Tidiane Tissé, en quoi la e-gouvernance est un atout pour le développement des États sous-développés comme ceux qu'on retrouve en Afrique? Oui, c'est un puissant, un excellent outil de promotion du développement parce que ça encourage, ça renforce la transparence, mais également ça renforce également comment on dit, la bonne gouvernance aujourd'hui, qui est un défi principal dans nos États, surtout les pays en sous-développement. Parce que si je prends l'exemple des secteurs miniers, ou même secteur des hydrocarbures aujourd'hui, quand les pays de la sous-région, notamment Sénégal et dans d'autres pays, ont une richesse qui est là, qui est exploitée et qui ne respecte pas les principes de la transparence, ça pourrait véritablement, ça ne profiterait pas aux citoyens. Et il y a un adage qui dit qu'au Sénégal, par exemple, on dit que quand le citoyen paye l'impôt, par exemple, et qu'il, en retour, il voit que l'impôt qu'il a payé se retourne pour améliorer les conditions de vie des citoyens, là, on est véritablement, euh, on a toujours la volonté de Ça s'acquitter à ce encourage. Mm, ça encourage. mm, Voilà. mm, Maintenant, en quoi ça contribue au développement de nos pays? mhm. Ça renforce d'abord la transparence, ça améliore également, ça facilite aussi, encourage comment dire encore, La les liens de redevabilité, la reddition de comptes. probabilité, justement, la reddition des comptes et que les citoyens, ça rapproche également
les citoyens aux décideurs. Et ça, c'est extrêmement important. Vous savez, le développement est encouragé par une relation de confiance entre les décideurs et les citoyens. Si ces relations de confiance sont solides et renforcées par la transparence, la redevabilité, véritablement, les pays vont décoller. Mais malheureusement, c'est ça qui bloque un peu nos développements parce qu'il y a des problèmes de transparence dans certains pays, dans nos pays, il y a des problèmes de redevabilité et que la participation également fait défaut. Et vous pensez que, il y a possibilité que la gouvernance démocratique soit améliorée avec la e-gouvernance? Mais absolument, absolument. La gouvernance démocratique, elle peut être améliorée avec le e-gouvernance parce que la gouvernance démocratique également euh, 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 subit les mêmes problèmes liés à la gouvernance financière, hein, n'est-ce pas, économique. Parce que quand il y a toujours ces relations de méfiance entre les citoyens et les politiques, il y a toujours des problèmes. Donc, les élections, ça pose problème. Le fait que les citoyens donnent confiance aux décideurs, ça pose problème. Donc, e-gouvernance, pour moi, c'est une opportunité pour nos États, n'est-ce pas, de promouvoir le développement, mais également de renforcer la démocratie dans nos États. Cyril Diallo, un tremplin pour la gouvernance démocratique? Oui, moi, je pense bien évidemment que la e-gouvernance va améliorer les relations entre les citoyens et les décideurs. Et au-delà de cette amélioration de cette confiance, c'est aussi ce que les États peuvent tirer. Parce que dans nos États, souvent on dit que les citoyens ne payent pas les impôts, mais est-ce que ce qui est payé par les citoyens arrive véritablement là où cela est normalement destiné? Parce que Donc, la ça, c'est question vraiment de une la question. bonne gestion des fonds publics. Exactement, exactement. Donc, ça fait que parfois les gens payent et que et au fur et à mesure que l'argent progresse au niveau des agents et qu'à chaque fois qu'il y a une petite diminution, en fin de compte, l'État va obtenir quoi dans ses caisses? Ça va être minime. Alors que le citoyen, lui, il a contribué. Parce que le problème aussi, et en ce qui concerne un peu le paiement des taxes et autres, si vous payez ces taxes à la fin de l'année et que vous-même vous remarquez 2 ans, 3 ans, 4 ans, depuis que la route qui passe devant vous, elle est défoncée, il n'y a aucune, il y a pas eu de travaux pour tenter de remettre la route à un état qui permettent aux citoyens de circuler plus facilement. On n'a pas le courage de payer quand même. Donc, tout cela, le problème se pose à ce niveau. Alors qu'avec les gouvernances, on a la possibilité d'éviter, en tout cas de réduire à un niveau très, très avancé la potentialité que les taxes et autres puissent être détournés. Et même si c'est le cas, c'est encore plus facile de tracer ça et de savoir qui a fait quoi. Mais si tout ça se fait avec du papier et que c'est des choses qui peuvent aussi disparaître et plus facilement, on va dire non, il y a eu un incendie ici, ou bien lors des intempéries de l'année dernière, des documents ont été détruits, ou aller jusqu'à accuser les souris d'avoir mangé certains documents. Donc tout ça, ça fait que c'est parce qu'on n'a pas opté vers des méthodes modernes qui Ou peuvent bien nous parfois la permettre pluie aussi qui de envahit résoudre ce les problème. services. Oui, ça, c'est des choses qui vont se dire. Mais si ça trouve que ça a vraiment été sécurisé, est-ce que c'est plus facile de donner ça comme un argument? Et on a aussi la possibilité alors de vérifier. Mm. Mais souvent, les gens vont se contenter d'utiliser des arguments parce qu'ils savent que c'est plus difficile de trouver des choses qui vont contredire ce qu'ils ont avancé. Mm. Madame Aquaminan, au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que la e-gouvernance peut être un tremplin pour une gouvernance démocratique? Oui, absolument. La e-gouvernance est une opportunité pour nos États. C'est une opportunité parce que on est tout le temps en train de faire des critiques à l'endroit de nos dirigeants et autres. Mais grâce à la e-gouvernance, il y a ce processus de transparence-là qui s'inscrit dans la gouvernance. Donc, au-delà de la transparence, il y a aussi le fait que les populations ont droit à la parole. Donc, la participation citoyenne grâce à la e-gouvernance devient une réalité. Je vais aller sur des exemples assez simples.
je parlais tout à l'heure de la plateforme e-justice qui a été mise en place. Et pour pouvoir avoir le certificat de nationalité, vous vous rendez sur la plateforme et vous payez les frais et vous avez la version numérique. Vous pouvez ensuite vous rendre au palais de justice pour avoir la version physique et le retrait est gratuit. Il y a un individu, sinon un citoyen, qui a fait la demande en ligne et lorsqu'il allait faire le retrait, on lui a demandé de payer une certaine somme. Il a dénoncé et automatiquement le ministère de la Justice s'est auto-saisi et ils ont mis la main sur cet agent de l'État qui a eu à faire cet acte de corruption. Pour dire à quel point la e-gouvernance facilite la communication entre les citoyens et le gouvernement. Et au-delà, ça permet aussi une grande transparence dans la gestion des biens publics. Et c'est vraiment un outil qui est efficace pour le développement de nos États. Mais pour moi, au-delà même de la mise en place de mesures qui contribuent à la e-gouvernance, il faudrait mettre en place également des politiques qui permettent aux populations de s'approprier ces mesures-là. Parce que si on met en place des politiques qui favorisent la e-gouvernance à travers la digitalisation des services publics, mais que les populations par derrière ne savent pas comment s'approprier ces outils-là, on ne va pas parvenir à atteindre les objectifs qu'on vise à travers la e-gouvernance. Sinon, si toutes les conditions sont réunies, c'est-à-dire mise en place des services digitaux, appropriation par les populations, on va parvenir à atteindre des résultats qui seront positifs et qui vont contribuer grandement aux populations, au développement de nos États. Et pour moi, c'est un véritable tremplin. Et surtout en termes de démocratie, je vais aller avec des exemples concrets. Il y a par exemple l'application Signalis qui a été mise en place par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance au niveau de la Côte d'Ivoire, qui permet de signaler toute forme de corruption de manière anonyme. Donc, ici, on voit que ça contribue non seulement au-delà même de la dénonciation volontaire des populations, mais ça permet aussi, ça contribue à la démocratie. Qui dit démocratie dit participation active des citoyens, mais dit également transparence dans la gestion des biens publics. Et c'est tout ça mis l'un dans l'autre qui va aider au développement de nos États. Et pour moi, c'est un véritable tremplin qui va permettre à nos États de mettre le plein pied dans la démocratie pour que les populations soient satisfaites de la gestion de l'État. Cher Tidiane Cissé, quand on parle de stratégie nationale, il y a des pays qui en disposent déjà, hein, pour pouvoir donner plus corps à la e-gouvernance. Des pays en disposent, puisque dans beaucoup de pays, on parlait déjà de e-gouvernance depuis pas mal d'années. Le Ghana, dans les années, à la fin des années 90, par exemple, au Nigeria, au début des années 2000. Et puis le Togo dans les années 2000 également, sans oublier le Bénin qui aujourd'hui s'illustre dans beaucoup de secteurs à travers la gouvernance numérique. Selon vous, en termes de stratégie, qu'est-ce qu'il faut pour une approche plus adaptée aux vraies réalités des populations? Oui, merci. Je pense que, évidemment, pour réussir cette option, il faut mettre en place une bonne stratégie de mise en œuvre, n'est-ce pas, de e-gouvernance en s'adossant sur les réalités de nos pays. Parce qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple du Sénégal, le Sénégal n'a pas encore finalisé la stratégie, n'est-ce pas, de e-gouvernance, mais de part et d'autre, si on regarde par-ci, par-là, les différents secteurs commencent à mettre en œuvre le e-gouvernance. Si je prends l'exemple de l'éducation, le secteur de l'éducation aujourd'hui, le ministère de l'Éducation a lancé ce programme, n'est-ce pas, qui consiste à digitaliser, n'est-ce pas, l'éducation inclusive, n'est-ce pas? Ça, c'est un aspect important. L'autre aspect, sur la lutte contre la corruption également, il y a véritablement le secteur de l'assurance aujourd'hui. Tous les assurances des véhicules, c'est digitalisé maintenant. Il n'y a plus de papier pour les assurances. Donc, ça veut dire que peut-être que le Sénégal a anticipé un peu sur la stratégie. Ce qu'il y a lieu maintenant de voir aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il faut faire le tour de toutes ces initiatives-là, analyser ces initiatives, les cadrer avec nos préoccupations, nos réalités sociales, nos réalités sociales, culturelles et ethniques pour pouvoir quand même développer une stratégie nationale de mise en œuvre de e-gouvernance parce que c'est un important outil de développement. Et si on réussit à Donc, il faut l'avoir... une large concertation entre acteurs.
bien évidemment, bien évidemment. Et je suis même en train de réfléchir aujourd'hui, puisque le président a demandé au Premier ministre d'organiser des concertations nationales. Je pense que ce serait une bonne chose d'intégrer cette dimension-là dans les réflexions pour voir comment aujourd'hui le Sénégal devrait aller vers une stratégie nationale de e-gouvernance. Madame Rita Pascal Kwamina, au niveau de la Côte d'Ivoire, alors, quel type de stratégie adaptée pour les populations, que ce soit en zone urbaine comme en zone rurale, pour qu'elles puissent bénéficier des vertus de la e-gouvernance? D'accord. Je pense qu'on l'a dit, hein, on est tous unanimes. La e-gouvernance est un levier stratégique pour le développement des États africains. Mais pour moi, la stratégie qu'il faudra adopter ici, il faudrait déjà qu'on puisse mettre en place plus d'infrastructures numériques pour pouvoir vraiment donner les compétences requises, outiller les populations quant à l'utilisation de tout ce qui est numérique. Pour moi, c'est le premier pas. Ensuite, il va falloir encore faire de telle sorte qu'il y ait l'inclusion numérique. Tout à l'heure, on l'a dit, il y a cette fracture-là en termes de population urbaine qui a certainement des compétences en termes d'utilisation, et il y a la population rurale d'un autre qui n'a pas forcément, d'un autre côté, qui n'est pas forcément outillé sur la question. Mm. Donc, pour moi, il faudrait qu'on mette déjà l'accent sur la formation de la population. Et ensuite, il va falloir mettre en place, renforcer les infrastructures numériques, comme je le disais tantôt. Donc, aujourd'hui, au niveau de l'État ivoirien, dans les écoles, on a les salles informatiques pour permettre déjà aux élèves qui sont en cours de scolarité de pouvoir apprendre l'utilisation. Mais à côté de cela, il faudrait qu'on pense à ces personnes qui sont adultes, qui ne sont pas dans le système éducatif, qu'elles puissent aussi apprendre l'utilisation des outils numériques. Et à côté de cela, il faudrait une large concertation, comme vous le disiez tantôt, des populations. Il faudrait qu'on implique les populations elles-mêmes dans le développement même de la e-gouvernance. C'est en tenant compte des réalités des populations qu'on pourra créer ou mettre à exécution une stratégie de e-gouvernance qui sera appropriée à leurs besoins. Mais il faudrait déjà inclure les populations même dans tout ce qui est développement de e-gouvernance. Et pour moi, c'est un maillon important. Et autre aspect des choses, il va falloir renforcer aussi tout ce qui est protection au niveau de collecte de données, parce qu'il y a ce besoin aussi qui est là en termes de sécurité. Qu'est-ce qui est fait? Il faudrait que nos États pensent à renforcer tout ce qui est sécurité en termes de collecte de données pour assurer aux citoyens lambda que toutes ces données-là qui sont connectées seront préservées, seront garanties, et que cela ne va pas tomber dans les mains de personnes véreuses qui vont peut-être utiliser cela à d'autres fins. Donc, pour moi, renforcer les compétences des populations, mettre en place des infrastructures numériques, permettre la participation des populations dans le développement de la e-gouvernance à travers des consultations, et également renforcer le volet sécuritaire de sorte que les données des populations puissent être préservées. Pour moi, voilà les points autour desquels la stratégie de e-gouvernance devrait tourner au niveau de notre État. Tierno Siré Diallo? Oui, moi, en ce qui concerne la Guinée ici, bon, je ne maîtrise pas trop la stratégie nationale en termes de digitalisation, donc je ne vais pas trop m'aventurer parce que, comme je l'ai dit, je ne maîtrise pas trop. Mais du point de vue du citoyen que je suis, donc à ce niveau, en plus de développement des infrastructures dont l'État a évoqué tout à l'heure, ça c'est un aspect fondamental. Parce que récemment, en Guinée, ils ont lancé un programme qu'on appelle Guinée connectée, qui consiste à connecter plus de 2200 écoles publiques. Et tout ça pourrait aussi contribuer au niveau de l'éducation, comment éduquer les citoyens, surtout à bas âge, à pouvoir vraiment utiliser ces outils et apprendre très tôt leur importance. Ça, c'est un aspect important. Mais par contre, comme Rita l'a toujours souligné tout à l'heure, c'est un peu, il faut aussi tenir compte vraiment des personnes qui n'ont pas été à l'école ou bien qui sont des personnes âgées. Parce que c'est plus difficile pour ces personnes-là que ceux qui ont été alphabétisés ou qui ont encore la possibilité aujourd'hui d'apprendre davantage l'usage des outils. Ce qui n'est pas forcément le cas avec les personnes âgées parce que
ils estiment que leur temps est déjà passé, même s'ils ont étudié. Et il y a, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué que nous autres. On peut croiser des gens de l'administration ne, qui ne sont pas habitués à travailler avec des outils numériques. Donc, ces gens-là, même s'il y a une volonté politique de les amener à travailler avec des outils numériques, ça va être Mm. difficile pour eux parce qu'ils ne sont pas habitués. Ils n'ont pas la Donc, culture. à la fois, mettre en place justement, ils n'ont pas cette culture de travailler avec ces outils. Donc, Mhm. à ce niveau, ce qu'il faudrait faire, c'est tenir compte de leur réalité à eux et mettre en place une transition permettant de quitter de l'époque qui ne connaissait pas ces outils vers une pratique beaucoup plus digitalisée. Mm. Donc ça aussi, c'est vraiment très important. Mm. Mais en ce qui concerne un peu le développement de tout ça, si on n'a pas les infrastructures, on n'a pas aussi l'accès, parce que l'accès à Internet dans nos États, en tout cas, je prends un peu l'exemple de la Guinée, Mm. c'est Et les pas ressources simplement humaines que le qualifiées. taux, Mm. justement, c'est pas que le taux qu'on entend en disant que le taux de pénétration d'Internet, c'est tel chiffre. C'est pas ça qui est important. C'est aussi l'accessibilité au coût. Parce que moi, je peux avoir accès à, disons, je peux avoir une ligne qui me permet de me connecter. Mais si ça trouve que je me connecte une fois par semaine, peut-être à la fin de l'année, je peux être comptabilisé. Mais est-ce que véritablement, je fais partie des gens qui bénéficient un peu de l'évolution numérique et autres? Donc, c'est à la fois mettre en place ces infrastructures, mais aussi permettre à ce que ça soit accessible aux citoyens. Et ensuite, former les gens pour qu'ils puissent s'en servir. Parce que tout ça, on ne réussira pas la mise en place et l'évolution dans les gouvernances si on n'arrive pas à mettre en place tous ces mécanismes-là. Rita Pascal Kwaminan, comment envisagez-vous l'avenir de la e-gouvernance dans un contexte où l'intelligence artificielle devient de plus en plus un sujet important au cœur du débat? Oui, l'intelligence artificielle aujourd'hui fait partie prenante de notre quotidien et tous les domaines d'activité sont impactés. Aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui ici, c'est la sécurité. Et j'ai évoqué cela tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, on se demande dans les mains de qui peuvent tomber ces données-là qui sont collectées sur les différentes plateformes qui sont mises en ligne par nos dirigeants dans le cadre de la e-gouvernance. Pour moi, c'est vraiment ce volet-là qu'il faut protéger. Vous craignez des Il y a cyberattaques? voilà, justement, c'est ma plus grande crainte en fait. Et pour moi, c'est vraiment ces aspects-là qu'il faut voir. Au niveau de l'intelligence artificielle, c'est toujours dans la sensibilisation. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de l'intelligence artificielle, on a tendance à voir le côté péjoratif de la chose, mais il y a des avantages. Et pour moi, c'est outiller les populations. Et je vais toujours revenir là-dessus. Il faut sensibiliser les populations. Il faut leur donner les moyens de pouvoir démêler le vrai du faux. Parce que quand on n'est pas outillé, on peut facilement tomber dans des travers. Et pour moi, je reviens encore là-dessus. Aujourd'hui, on ne peut pas ignorer l'implication de l'intelligence artificielle dans tous les domaines de notre vie. Et donc, il est important pour moi que, à côté de tout ce qui est développement de e-gouvernance, on puisse outiller les populations parce que c'est à elles qu'est décernée la e-gouvernance pour qu'elles soient formées parce qu'il y a des vertus, il y a de bonnes choses dans l'intelligence artificielle. Il y a également le côté aussi négatif. Mais si les populations sont suffisamment outillées, elles peuvent démêler le vrai du faux. Et pour moi, je pense que l'intelligence artificielle peut être une chance comme une menace. Il faut relativiser en fait, parce qu'il y a le côté positif de la chose, il y a aussi l'aspect négatif. Tout dépend de l'utilisation qu'on fait de l'intelligence artificielle. Et en ce qui concerne ceux à qui est destiné ces différents outils-là, s'ils sont Mhm. outillés, ils pourront démanteler le vrai du faux. Et c'est pourquoi, pour moi, je dis qu'au cœur de la e-gouvernance, il faut également inclure la formation et la sensibilisation des citoyens à tout ce qui est utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cher Tidiane Cissé? Oui, oui, bon, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord qu'avec l'intelligence artificielle, c'est une opportunité qui a évidemment double facette. Parce qu'aujourd'hui, si on se fie à ces avantages
à ces opportunités, on peut toujours regarder un peu dans le rétroviseur pour dire qu'il faut faire attention à certaines choses, comme Madame Rita vient de le dire, que les cybercriminalités, mais aussi, il y a aussi ce qu'on appelle un peu la sacralité des données personnelles. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a une loi sur la protection des données personnelles. Il y a même une entité qui gère un peu ces données personnelles-là. Aujourd'hui, donc, alors, si on évolue, si on va vers l'institutionnalisation, n'est-ce pas, de e-gouvernance avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, jusqu'où on peut aller pour assurer la protection des données personnelles. Ça, c'est un aspect important pour moi. L'autre aspect également, si par exemple le citoyen, euh, ça a été un débat au Sénégal, par exemple, sur les données personnelles par rapport par rapport comment dire encore, sur les données électorales, le fichier électoral, par exemple. Les partis politiques demandent à ce qu'on leur donne le fichier électoral avec les données personnelles et l'État dit que non parce qu'il y a au moins la protection des données personnelles. C'est tout à fait un débat. Ça veut dire qu'il y a des avantages, mais aussi il y a des inconvénients. Et maintenant, aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de voir comment allier les deux pour permettre, n'est-ce pas, d'aller vers le développement et de s'aligner aux enjeux et défis de l'heure, mais aussi tout en respectant, n'est-ce pas, les droits des citoyens en termes de protection des données personnelles. Alors, Cyril Thierno Diallo. Bon, par rapport à l'intelligence artificielle, son impact ou bien son importance aujourd'hui avec nos États, comme l'ont dit mes prédécesseurs, aujourd'hui c'est important. Et je pense que nos États, n'auront pas du tout raison de ne pas s'intéresser dès maintenant à l'intelligence artificielle. Parce que cela est en train de s'imposer comme faisant partie de notre quotidien. Donc, ça suppose que soit nos États tiennent compte de cet aspect et qu'ils arrivent à maîtriser suffisamment l'outil, ou à défaut, ils vont le laisser, mais d'autres acteurs, notamment étrangers, viendront nous l'imposer. Et par rapport aux données, ça, c'est vraiment une question fondamentale aujourd'hui, parce que quand on regarde l'évolution de l'intelligence artificielle, sa performance dépend de la façon dont l'intelligence artificielle a été entraînée. Et on revoit, il y a un écart entre le nord et le sud en ce qui concerne la disponibilité des données. Et si les données ne sont pas, nos données nous-mêmes ne sont pas suffisantes, parfois l'intelligence artificielle aura tendance à venir nous imposer des cultures ou bien des raisonnements parce que simplement elle a été entraînée par des données provenant d'ailleurs. Donc, raison pour laquelle il faudrait que dans nos États, qu'on se mette à fond et que nous-mêmes, on réussisse à pouvoir contrôler les données avec lesquelles l'intelligence artificielle va être entraînée et de pouvoir aussi assurer la protection. Ça, c'est fondamental parce que la qualité de données ici, ça compte. C'est que souvent dans nos États, quand il s'agit de données officielles, souvent il y a un tiraillement entre l'opposition et le pouvoir. Il y a les gens qui estiment que l'un a manipulé les données. Et donc, si cela arrivait à être confirmé, ça suppose qu'on risque aussi d'entraîner l'intelligence artificielle avec des données qui ne sont pas réelles. Donc, tout ça, ce sont des éléments qu'il faudrait prendre en compte dans l'adoption de l'intelligence artificielle. Et j'insiste sur ce point, si nous ne le faisons pas, les autres vont le faire et ils viendront nous les imposer.
En parce que 30 c'est devenu secondes imprévisible. chacun, ouais, en 30 secondes chacun, dites-moi pour terminer, quel rôle de la société civile pour pérenniser la e-gouvernance comme l'une des valeurs de la démocratie? Je commence par Rita Pascal. Ok. Déjà, je vous dis merci pour l'invitation, d'avoir permis de partager mon point de vue sur l'état des lieux en ce qui concerne la e-gouvernance en Côte d'Ivoire. Pour moi, la société civile, qui est le porte-voix de la population, gagnerait à s'impliquer dans le développement de la e-gouvernance. Il gagnerait à accompagner les États à promouvoir la e-gouvernance parce que la société civile promeut la transparence, promeut également la participation citoyenne. Donc, il faudrait que la société civile puisse accompagner les États dans ce processus-là de développement de la e-gouvernance. Et comment elles peuvent accompagner l'État dans ce processus-là de développement de la e-gouvernance? C'est en jouant leur rôle. Ce rôle-là, c'est quoi? On a parlé tout à l'heure de consultation des populations au niveau de la création de tout ce qui est digitalisation. C'est Mhm, recueillir déjà les données et mhm, pour pouvoir aller vers nos autorités pour dire que, par exemple, dans tel besoin, on va aller, par exemple, dans le domaine de la santé, mhm, voilà tel besoin que nous avons et nous voulons que l'État puisse nous accompagner et puisse faire la digitalisation au niveau de tel service, par exemple. Donc, c'est déjà faire des plaidoyers auprès de nos États pour mhm. que là où il n'y a pas encore de digitalisation, Ouais, cela puisse être fait. C'est d'accord. recueillir, comme tu as dit, c'est être le pont en fait entre Mhm, la population et les dirigeants, de sorte à faciliter la mise en œuvre de la e-gouvernance. mhm. Merci. Cher Tidiane Cissé, rapidement. Oui, je dirais que la société civile, elle doit être impliquée, hein. Donc, elle est l'alpha et l'oméga de cette politique. Parce Mhm, qu'aujourd'hui, si vous voyez la mise en œuvre de e-gouvernance pour promouvoir le développement de nos États, ça s'adosse sur trois choses. La première, c'est comment rétablir la confiance entre l'État et les populations. Et là, la société civile est au centre, joue le rôle de passerelle. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que la transmission de l'information, la vulgarisation et la sensibilisation, ça, c'est le rôle de la société civile également pour permettre aux populations de s'approprier, n'est-ce pas, des initiatives. Et troisième chose également, le rôle de veille et de contrôle. Aujourd'hui, la société civile est positionnée comme une entité qui veille pour le respect, n'est-ce pas, des principes de bonne gouvernance. Donc, je dis que la société civile doit être l'alpha et l'oméga de ces politiques-là, mhm, surtout la mise en œuvre de e-gouvernance. mhm, Donc, pour moi, c'est important de prendre en compte la dimension société civile dans mhm, les politiques, surtout dans la réflexion et dans la, dans l'analyse, n'est-ce pas, des éléments d'enjeux de taille, mais aussi l'analyse également des aspects qui pourraient permettre d'améliorer, en tout cas, ce mécanisme de bonne gouvernance. mhm, mhm. Thierno Siré Diallo. Oui, moi je dirais que, comme ils ont bien souligné, le rôle de la société civile est très important dans la promotion du gouvernance, mais il faudrait aussi que les autorités elles-mêmes, quand elles décident de mettre en place des programmes, aussi de se faire entourer par ceux qui le maîtrisent le mieux. Parce que moi, je prends l'exemple entre 2016 et 2020. Et certaines organisations de la société civile en Guinée ont beaucoup travaillé sur le programme de gouvernement ouvert PGO. Et Mhm. on était allé jusqu'à un niveau, je dirais, avancé, Ouais. mais entre-temps, il y a eu des changements au niveau des priorités, même Mhm. si ça n'a pas été communiqué en tant que tel, mais en fin de compte, c'est Ouais. le travail de plusieurs années qui est tombé à l'eau. Mhm. Mais ça fait, je sais que ça va être un vrai défi. Parfois, on se fera toujours aussi malmener, notamment tout à l'heure, de signaler ceux qui sont présents dans l'administration et qui n'ont aucune culture de Ouais. ces outils. Ils Mhm. pourront toujours essayer de retarder ça, mais c'est de faire en sorte de travailler, avoir un lobbying Mhm. et permettant de faire comprendre aux autorités l'importance de ça et De aussi la veiller e-gouvernance. à ce Mhm. que Mhm. voilà, à ce que ça ne se limite simplement pas à des annonces. Parce Mhm. que souvent, dans certains États, ce qui arrive, ils apprennent qu'il y a un programme quelque part qui finance, par exemple, le développement des e-gouvernance ou l'adoption des e-gouvernance. Ils montrent des projets très bien ficelés
qui partent pour prendre les fonds. Mais dans Dans la les faits? mise en œuvre, dans les faits, on se rend compte qu'il n'y a pas cette volonté véritablement d'aller vers les choses. Donc, c'est de faire en sorte que d'abord que les gens soient convaincus et ensuite qu'ils se donnent les moyens pour y arriver. Merci à vous, Tierno Siré Diallo, journaliste fact-checker guinéen. Vous étiez en ligne de Conakry. Merci également à Chertidiane Tissé, titulaire d'un diplôme d'études supérieures, spécialisé en décentralisation et en aménagement du territoire, directeur des programmes de l'ONG 3D. Rita Pascal Kwaminan Asman était également avec nous, spécialiste en communication digitale, la présidente de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Le thème de ce débat mensuel sur l'heure des citoyens, c'était la e-gouvernance et ses vertus. Merci à toutes et à tous. Très bon week-end. Au revoir.